enseigne principalement 2 thématiques, l'intelligence artificielle et l'administration réseau. À l'horizon 2030, France Stratégie prévoit un déficit de 180 000 emplois. Il y a des vrais besoins côté des entreprises de recruter des talents. C'est un secteur très dynamique. À niveau individuel, il n'a jamais été aussi facile de se reconvertir à l'ère de l'intelligence artificielle. L'IA abaisse la barrière technique à tous les niveaux. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être un geek, de savoir coder. Diplôme, compétences, reconversion ou encore intelligence artificielle. Jamais les parcours d'études et les trajectoires professionnelles n'ont été autant questionnés. Alors justement, à l'heure où l'intelligence artificielle accélère l'obsolescence des compétences et bouscule le modèle traditionnel études puis carrière, l'enseignement supérieur est face à un défi majeur. Former vite, former juste et former tout au long de la vie. Alors justement, pour en parler aujourd'hui, nous recevons Jonathan Pinet. Bonjour Jonathan. Bonjour Philippine. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Vous êtes entrepreneur franco-canadien, spécialiste aussi des enjeux de formation et de reconversion. Vous êtes cofondateur et directeur de l'École européenne du numérique, dont on va parler dans un instant, et puis fondateur de l'Association pour la diversité numérique. C'est un sujet là aussi qui vous tient particulièrement à cœur. Avec vous, l'objectif dans cet épisode, c'est d'explorer et d'interroger le rôle des diplômes, la place des compétences, l'impact de l'intelligence artificielle sur la formation et le travail, et puis les nouvelles réponses que l'enseignement supérieur doit inventer. D'abord, comment on passe de l'enseignement supérieur à l'entrepreneuriat et inversement? Racontez-nous un petit peu votre parcours. Oui, alors moi, comme vous l'avez souligné, je suis franco-canadien. J'ai passé les 18 premières années de ma vie à Montréal, où j'ai grandi, avant de venir faire mes études à Sciences Po Paris. D'accord. Donc j'ai eu la chance de suivre ce cursus durant 5 ans, avec une année à l'étranger, en Colombie. Et j'avais un fort intérêt pour la politique avant que je commence à m'intéresser à l'entrepreneuriat. Donc, en bon français, je me suis dit qu'il fallait avoir un diplôme pour entreprendre et je me suis dit, allez, je vais suivre un master en management dans une école de commerce. Est-ce que vous êtes toujours convaincu par cette idée-là qu'il faut absolument un diplôme pour entreprendre? Non, mais à l'époque, Ça a changé. j'étais jeune. Bon. Et puis vous avez... parce que votre entreprise, elle était dans le domaine de la technologie déjà à l'époque? Alors, j'ai rejoint cette école de commerce à Londres, la Ouais. London Business School, et puis j'ai rejoint l'univers des startups. Donc, je ne suis pas rentré directement dans l'entrepreneuriat, C'est ça. mais je gravitais dans l'écosystème où j'ai travaillé pour diverses startups de taille assez variée, avant de rejoindre un groupe américain qui s'appelle General Assembly, qui Ouais. est pionnier dans le modèle des bootcamp tech dans le monde. C'est l'idée de se former en 3 mois à une compétence très en demande. Donc à l'époque, on était au début des années 2010, ça n'existait nulle part. Eh oui. C'était un coworking à l'origine. Et les conditions pour en être membre, c'était de partager des compétences, partager un savoir. Et donc, ces petits workshops, ces petits ateliers sur comment coder un site, comment faire une landing page, comment bâtir sa campagne SEO, ont généré beaucoup d'intérêt et General Assembly a pivoté vers un modèle de bootcamp qui D'accord. a essaimé depuis dans le monde et Et qu'on oui, ils sont un peu retrouve partout maintenant. partout et notamment en France avec de nombreux acteurs. Génial. Et donc après, vous vous êtes lancé dans l'aventure entrepreneuriale avec cette école. Exactement. Donc, il y a 2 ans, j'ai cofondé l'École européenne du numérique. On fait partie d'une société allemande qui s'appelle Tomorrow Education Group, qui est une dizaine d'écoles en Allemagne, D'accord. toutes centrées sur les métiers de demain, le numérique, mais pas que. Et on développe la filiale française ici avec l'École européenne du numérique, avec la particularité d'être 100% à distance. C'est un parti pris de notre école. On considère que dans le numérique, il faut savoir travailler à distance, être autonome, savoir apprendre dans les conditions du direct derrière son ordinateur avec un formateur qui est là pour vous accompagner tout au long de la formation. Parce que c'est pas facile, effectivement, déjà de prendre ce parti pris, d'avoir des étudiants et des formateurs totalement à distance, en ligne. Et puis quand on est jeune, j'imagine, ou moins jeune d'ailleurs, mais de passer ses journées à apprendre en ligne, est-ce que les jeunes arrivent à se retrouver malgré tout entre eux, à avoir une vie associative ou étudiante? Comment ça se passe tout ça?
Alors, vous dites les jeunes, mais on est déjà sur un public en reconversion, donc c'est les jeunes et les moins Et les jeunes. moins jeunes, c'est pour ça Voilà. que j'ai fait attention à ça, bah oui. Donc, effectivement, c'est une autre manière d'apprendre. On se retrouve à suivre une classe virtuelle en direct avec un formateur et une quinzaine de ses collègues. Ouais. Donc, Mais c'est c'est une... peut-être encore plus difficile, pardon, je vous coupe, pour des moins jeunes, parce que à la limite, les jeunes, ils sont habitués à passer du temps sur les écrans, à regarder des tutoriels, voire même, ils font partie de la génération Covid, à avoir suivi leurs cours en ligne sur Ouais. Internet. Des moins jeunes et des gens en reconversion, ils ont un peu plus d'expérience en la matière, et c'est peut-être un peu difficile de suivre des cours en ligne. Alors, c'est un point sur lequel on sensibilise bien en amont de justement souligner que c'est une formation qui se fait à distance, Ouais. qu'on va rester derrière son ordinateur et apprendre durant toute la journée. Je ne pense pas que ce soit une question d'âge, mais c'est vrai qu'on a pu avoir des profils pour qui travailler derrière un ordinateur n'était pas naturel. Des gens qui travaillaient sur le terrain, que de se retrouver du jour au lendemain derrière un ordi, ça a été une adaptation à Bien gérer. sûr. Mais dans l'ensemble, on forme un public qui est très motivé. Quand on entame une reconversion à 30 ans, 40 ans ou 50 ans, bah forcément, c'est un choix courageux. C'est un choix qui demande des efforts, Bien sûr. de se projeter sur plusieurs mois. Donc, on n'accepte pas n'importe qui dans la formation. On s'assure d'abord qu'ils ont un projet professionnel cohérent et motivé. Alors, qu'est-ce qu'on y apprend dans votre école? Alors, on enseigne principalement deux thématiques, l'intelligence artificielle et l'administration réseau. C'est un terme un peu obscur pour parler de cybersécurité, C'est mais ça. globalement, ce sont des métiers qui visent à sécuriser les infrastructures et fournir un support aux utilisateurs quand ils font faire face à des pannes. C'est Génial. moins exposé, peut-être un peu moins sexy que tout ce qui touche à l'IA, aux développeurs, etc. Spontanément, c'est pas forcément le métier qui revient en tête de liste quand on parle des métiers dans le numérique, Ouais. mais c'est vraiment un métier clé aujourd'hui pour sécuriser nos infrastructures. Et on le voit encore récemment avec les attaques qui ont secoué la Poste et bien d'autres organisations. Ces attaques sont quotidiennes. Et puis, c'est des métiers qui recrutent aussi, j'imagine. Oui, alors à l'horizon 2030, France Stratégie prévoit un déficit de 180 000 emplois. Ah oui. Donc il y a des vrais besoins côté des entreprises de Ouais. recruter des talents et c'est un secteur qui est très dynamique. Bon, et ben ça, c'est bon pour vous. C'est bon aussi pour justement les personnes jeunes et moins jeunes qui rejoignent votre école. Votre déclic personnel sur l'IA, je voudrais qu'on en parle parce que à quel moment vous avez compris, vous, que ça allait profondément transformer à la fois le travail et les parcours professionnels? Bah, moi, ça fait une dizaine d'années que je travaille dans les techs depuis General Assembly. Alors, Ouais, il n'y avait pas l'IA générative à l'époque, mais on était déjà très sensibilisés au sujet de l'IA d'accord. et de la technologie au sens large et de l'impact que ça peut avoir sur le monde du travail. Donc, très tôt, dès mon expérience chez General Assembly, où j'étais justement en charge d'accompagner les grands comptes sur le marché français à former, upskiller, reskiller leurs collaborateurs, à les sensibiliser sur ces thématiques. Mais c'est vrai que depuis l'arrivée de ChatGPT, de l'IA générative, il y a 2-3 ans maintenant, c'est quelque chose qui est peut-être un peu plus grand public et qui accélère en tous les cas le besoin de se former en permanence. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressée quand on a préparé cette interview. Vous m'avez écrit en disant: «L'IA réussit les examens mais échoue sur des problèmes simples». Qu'est-ce que cela dit, selon vous, de la manière dont on forme et dont on évalue les compétences aujourd'hui? Bah, je pense que quand on parle d'IA, les grandes entreprises aujourd'hui, que ce soit OpenAI, Claude, ou en tout cas Anthropic, Google, etc., évaluent leurs modèles sur des benchmarks. Oui. Donc, ils vont faire des tests assez standardisés sur le code, sur la médecine, sur les maths, sur un tas de sujets qui sont très complexes et sur lesquels ils optimisent leur modèle, mais qui finalement peut-être suroptimisent sur certains paramètres et qui font que quand on demande à l'IA une tâche toute simple telle que compte-moi le nombre de caractères dans ce paragraphe, elle se plante à tous les coups. Je ne sais pas si vous avez C'est déjà dingue. testé, mais Non, j'ai jamais testé parce que j'étais convaincue qu'elle le ferait, mais en fait, non. C'est contre-intuitif, mais sur des tâches simples, c'est comme prendre un marteau-piqueur pour enfoncer un clou. Et donc, ouais. ce que ça montre, c'est que ces modèles
euh, sont, ne sont que des modèles mathématiques qui sont optimisés et qui sont vraiment pensés en termes de paramètres, de large volume de données, mais qui finalement atteignent peut-être une certaine limite dans leur capacité à résoudre des problèmes. Et il y a beaucoup d'experts aujourd'hui qui questionnent la pertinence des LLM, des Large Language Models, pour l'avenir de l'IA. Oui. À commencer par Yann Lequin, l'ancien directeur de l'IA chez Facebook, qui vient de quitter le groupe pour lancer sa propre start-up sur un tout autre paradigme d'intelligence artificielle qui ne se base non plus sur le langage et la capacité à prévoir le prochain mot dans la phrase, mais sur toute une conception du monde, modélisation du monde physique à travers ces modèles. Ça change tout. Donc je pense que voilà, aujourd'hui, les limites qu'on peut retrouver avec l'IA ne sont pas figées et ne sont pas infranchissables. Et il y a peut-être d'autres paradigmes aujourd'hui qui permettront à l'IA de se développer davantage. Est-ce que l'IA rend la reconversion professionnelle plus risquée ou au contraire plus nécessaire et surtout plus accessible qu'avant? Je pense que paradoxalement, l'IA est un vecteur et un réducteur d'inégalités. Les deux à la fois. Je m'explique. À un niveau macro, c'est sûr que c'est un changement qui bouleverse le marché du travail et il y a très peu, voire pas de métiers aujourd'hui qui ne seront pas impactés d'une manière ou d'une autre par l'IA. Ouais. Et donc, si on ne prend pas le train en marche aujourd'hui, on risque de faire face à de sévères déconvenues à l'avenir à mesure que les besoins pour ces métiers ou ces compétences s'amenuisent avec le temps. Pour autant, à un niveau micro, à un niveau individuel, il n'a jamais été aussi facile de se reconvertir à l'ère de l'intelligence artificielle. Je le disais encore un peu plus tôt lors d'un webinaire avec l'Express pour présenter à l'école, l'IA abaisse la barrière technique à tous les niveaux. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être un geek, de savoir coder, d'être fort en maths pour concevoir des solutions, puisque l'intelligence artificielle se charge de générer le code, de générer les architectures, la solution, et finalement abaisse la maîtrise technique de ces outils, de manière à ce que les individus se concentrent sur la modélisation, la gestion de projet, l'architecture, l'identification des vrais besoins dans les métiers ou auprès des clients pour concevoir des solutions pertinentes. Donc, tout ça pour dire que dans son ensemble, je pense que l'IA peut avoir de vrais impacts sur les inégalités, mais pour ceux qui savent prendre leur carrière en main très tôt, c'est une formidable opportunité de redonner un nouveau départ à sa carrière. D'autant plus que vous vous appuyez sur l'idée d'une formation tout au long de la vie. Ce qui change quand même beaucoup de choses pour quelqu'un qui a entre 30, 40 et 50 ans, quoi. Là où, j'ai l'impression, en tout cas, d'un regard tout à fait extérieur, et vous allez me dire, parce que c'est vous l'expert, la reconversion professionnelle, est-ce que c'est quelque chose d'assez nouveau, quelque part? Quand je dis nouveau, là, ça fait pas quelques mois, quelques années, mais est-ce qu'on ose plus se reconvertir aujourd'hui qu'avant? Oui, forcément. Ou est-ce qu'on y est contraint? Un peu des deux. Là aussi. Vous aussi, vous allez vous lancer en politique. Notre invité d'avant nous a fait la même chose. Un peu des deux. Non, mais c'est vrai que la reconversion devient une nouvelle norme sociale à mesure que le modèle des carrières, études puis travail est remis en cause. On est appelé à développer de nouvelles compétences tout au long de sa vie. Et donc ça, c'est une réalité qui est inéluctable et sur laquelle il faut développer une agilité d'apprendre, une agilité dans sa carrière pour savoir donner de nouvelles trajectoires et un nouveau départ. Vous avez combien d'élèves aujourd'hui dans votre école? On en forme une bonne centaine par an. Ah oui. Et quand ils viennent vous voir, leur métier initial, ce pourquoi ils ont été formés ou ce qu'ils exercent, en tout cas jusqu'à leur reconversion, c'est quoi? C'est des métiers qui sont déjà dans la tech et ils veulent approfondir leurs compétences et changer un petit peu de métier, ou est-ce que c'est des trucs complètement différents? On a des étudiants qui viennent de tous horizons, de tous secteurs, pas forcément dans la tech, et même assez
assez rarement. On a des formations qui sont pensées pour un public débutant, mais motivé. Donc OK. l'idée, c'est vraiment d'accompagner des gens qui viennent pour diverses motivations, soit par envie de rejoindre un secteur dynamique, améliorer ses revenus, Mmh. ou au contraire parce qu'ils sont dans des métiers manuels, physiques et qui font face à la possibilité de poursuivre dans leur métier actuel et qui ont besoin physiquement ou psychiquement Bien sûr, de de changer travailler, de carrière. Vous disiez, améliorer ses revenus, ce sont des métiers rémunérateurs aujourd'hui, ces métiers de l'intelligence artificielle, la cybersécurité? Oui, alors on parle de 35 000 à 45 000 euros par an pour des métiers à des postes juniors et qui peuvent monter dans les 50 60 000 avec l'expérience. Encore une fois, ça dépend des bassins Oui, j'imagine. et des métiers, mais c'est les statistiques qu'on retrouve aujourd'hui sur le marché. J'imagine que vous avez entendu parler aussi de ces chercheurs en intelligence artificielle, heu, qui étaient, me semble-t-il, si je ne me trompe pas, employés par Facebook à hauteur de millions d'euros, de salaire annuel. C'était complètement dingue. Est-ce que vous comprenez, heu, ces chiffres, ces montants? Heu, Est-ce qu'on est dans une bulle spéculative autour de l'IA ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer? Alors, il y a 2 éléments dans votre question. Je pense que l'IA, c'est un miroir cognitif. Ça amplifie l'expertise et donc pour ces chercheurs voilà, qui gagnent des millions, finalement, c'est pas forcément étonnant dans la mesure où leur salaire reflète une valeur de marché D'accord. voilà, qui apporte cette valeur à leur entreprise et puis aux utilisateurs finaux. A contrario, l'IA entretient aussi une certaine dépendance intellectuelle pour ceux qui ne se donnent pas la peine de chercher plus loin que le bout de leur nez. Donc, Beh, oui. faut vraiment le voir comme un miroir cognitif, développer son expertise en dehors de l'IA et puis utiliser l'IA pour l'amplifier et devenir indispensable sur son marché. Devenir indispensable, justement, à l'heure où les compétences sont de plus en plus, obsolètes, rapidement, quelles sont les compétences qui sont véritablement anti-obsolescence à l'ère de l'intelligence artificielle? Moi, je pense que toutes les compétences qui touchent aux soft skills et aux relations humaines seront toujours dans le précaré de l'intelligence humaine, hein. Donc, Vous tout les ce qui enseignez? Alors, c'est en fil rouge D'accord. de ce qu'on enseigne, donc travailler en équipe, développer sa curiosité, toujours rester en veille. C'est vrai qu'on a une approche pédagogique qui peut parfois surprendre et bousculer ceux qui retournent à l'école, Eh oui, où ils s'attendent à recevoir un cours et polycopier. et étudier, mais quand on leur demande dès le premier jour de résoudre un problème sans leur donner aucune instruction, bah, ils se retrouvent un peu désarçonnés. J'imagine. Mais justement, c'est des métiers où bah, c'est bien d'avoir une base théorique et des fondamentaux, mais c'est Bien beaucoup sûr. de pratique et de débrouille pour trouver les solutions par soi-même. Ouais. Résoudre des pannes dans un réseau, oui, bien sûr, il y a les pannes courantes, mais c'est aussi savoir diagnostiquer, chercher, trouver des solutions par soi-même. Donc, c'est un changement de posture qu'on Ouais. inculque très rapidement à travers la pratique et les projets dans nos formations. Alors vous, Jonathan, vous avez un parcours, donc on l'a dit tout à l'heure, canadien. Vous avez aussi étudié en Angleterre, anglo-saxon. Quelle différence majeure vous observez justement entre la France, notre pays, et le monde anglo-saxon dans la manière de valoriser les compétences? Je trouve qu'en France, je ne vais pas vous surprendre, il y a une forte culture du diplôme. On valorise encore beaucoup bah, d'où on sort, de quelle école, quel diplôme, master on a fait. Et il y a beaucoup de recruteurs qui restent attachés à ces titres pour valider des compétences. Mmh. Et quand je compare avec mon expérience dans le monde anglo-saxon, où j'ai travaillé à Londres, dans une société américaine, on a des entreprises qui sont beaucoup plus pragmatiques pour recruter des gens sur la base de compétences ou de potentiel, plus que sur des diplômes. Je pense que c'est en train de changer en France, mais les mentalités restent profondément enracinées dans cette appréciation du diplôme. Parce que c'est culturel, en fait. C'est très culturel, oui. Pourquoi justement, enfin, la réponse, vous venez de me la donner. J'allais vous dire pourquoi la France est toujours aussi attachée au diplôme. Quels sont, en fait, quels sont les risques de cette culture dans un monde qui évolue si rapidement?
Alors, j'ai lu récemment le livre d'Olivier Babot et Laurent Alexandre, Ouais. Ne faites plus d'études, qui parle justement du bouleversement de Eh oui, l'IA et de son impact sur le marché du travail. Livre très intéressant et qui déconstruit justement l'idée de faire des études pour avoir une carrière. Titre volontairement provocateur, bien sûr. mais qui a le mérite de soulever les enjeux de l'IA aujourd'hui. Et je pense que la société française, dans son ensemble, ne réalise pas la révolution qu'on est en train Ouais, de ouais. vivre avec l'accélération de l'IA et du besoin de changer ses compétences régulièrement. Et donc, pour en revenir à votre question, par rapport aux études, aux diplômes, le risque, c'est quand on commence des études sur des référentiels de compétences qui sont figés pendant 5 ans. Mmh. Si les outils et les pratiques évoluent tous les 2 ans, à la fin des 5 ans, vous allez vous retrouver avec des compétences qui sont déjà obsolètes C'est le jour sûr. où vous sortez d'école. Bah oui. Et justement, à l'inverse, qu'est-ce qu'on gagnerait collectivement justement à basculer vers une logique davantage centrée vers les compétences et l'expérience? Est-ce qu'on peut vivre sans diplôme aujourd'hui? Alors, je dis pas que le diplôme n'a aucune valeur. Par le passé, ça avait une valeur signalétique pour dire: «Ben, voilà, j'ai passé un diplôme, Tout à un fait. concours, très difficile, j'ai passé des nuits blanches C'était à la clé, le bachoter diplôme. pour mes examens et Ah donc oui. je sors du lot». Aujourd'hui, un recruteur, ce qu'il recherche avant tout, ce sont des compétences, un savoir-être au travail, savoir résoudre des vrais problèmes, collaborer en équipe. Et donc ça, je pense que ce sont des compétences qui peuvent être démontrées autrement que par un diplôme, même Ouais. si ça a encore sa valeur aujourd'hui. Hem, Face à toutes ces mutations, les mutations du monde du travail, les mutations technologiques aussi, en quoi votre école, l'École européenne du numérique, elle apporte cette réponse très concrète et très différente? Vous travaillez aussi, par exemple, avec des entreprises pour donner à ces étudiants, quel que soit leur âge, un nouvel avenir professionnel? Oui, alors nous, on a développé donc ce modèle d'école 100% en ligne pour se concentrer sur le créneau de la reconversion. Le, le constat qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, avec l'accélération de la technologie, l'allongement des carrières, n'en déplaise à ceux qui défendent la retraite à 60 ans, c'est une réalité Ouais. qui fait qu'on va devoir réinventer sa carrière régulièrement tout au long de sa vie. Donc c'est un marché qui est en expansion et il y a beaucoup d'écoles qui étaient initialement positionnées sur l'apprentissage et la formation initiale Mmh. qui investissent le champ de la reconversion professionnelle aujourd'hui. Donc nous, la reconversion, on y croit fermement. On sait que c'est quelque chose qui est non seulement une opportunité pour les individus, mais une nécessité pour les entreprises, même si elles ne l'ont pas encore nécessairement compris Ah ouais. à l'heure où on recrute beaucoup sur les diplômes. Donc notre réponse, c'est justement d'apporter des parcours de formation agiles Mmh. en 5-6 mois pour développer une compétence clé dans les métiers pour lesquels on forme. Est-ce que ça veut dire qu'on est un expert en IA ou en réseau au bout de 6 mois? Bien sûr que non. Non. Mais ça donne le bagage technique minimum pour entamer une première expérience et parfaire ses connaissances dans le monde de l'entreprise. Au niveau des résultats justement, parce que vous dites, il y a un vrai besoin de la part des entreprises. Certaines entreprises vous suivent, d'autres n'ont pas forcément compris le sujet de la reconversion, son importance aussi et ce qu'elle peut apporter au-delà des compétences, mais aussi la richesse d'un parcours de quelqu'un qui se reconvertit. Hem, Quand on parle de reconversion, heu, aujourd'hui, au sein de votre école, quels sont les chiffres, les taux de réussite, d'emploi à la suite, de vos formations? Alors, on a un taux de 66% de sorties positives. Et D'accord, par sortie positive, j'entends quelqu'un qui trouve un premier stage, une première expérience ou une suite en formation d'accord. pour chercher un diplôme supérieur, en tout cas une certification plus poussée, ou encore des gens qui lancent leur propre activité.
Quand on parle de reconversion aussi, certains restent sceptiques. Vous avez commencé à m'en parler, notamment, les entreprises. On a parlé des résultats concrets auprès de vos apprenants, à la fois la confiance en eux, qui est quand même, la base de tout aussi évidemment, l'apprentissage de nouvelles compétences. Vous critiquez l'inadéquation entre le financement, heu, de la formation, et le résultat concret que ça a sur la société de manière générale. La réduction du taux de chômage, le réemploi et cetera. Heu, En quoi les dispositifs actuels, ils ne vous plaisent pas aujourd'hui, Jonathan? Moi, je pense que c'est lié aux problématiques que j'ai soulevées plus tôt, par rapport au fait qu'on a un système de formation initiale et de formation continue qui reste figé sur des référentiels métiers, des référentiels de compétences qui n'évoluent pas au D'accord. rythme des changements de l'IA. Et donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de financements qui sont liés à ce qu'on appelle des titres RNCP, Oui. des titres métiers qui changent et qui sont renouvelés tous les 3-5 ans. Et donc, nous, dans nos formations, qu'on a voulu ajouter des briques d'IA, c'était pas possible dans la mesure où ça rentrait pas dans le référentiel de compétences, alors même que c'est la compétence qui est la plus Ah ouais, recherchée à la fois côté candidat bien et sûr. entreprise. Et donc, Expliquez-nous justement, parce que ces titres RNCP, vous en avez besoin aussi pour avoir des financements, pour, bien sûr attirer des candidats aussi. Comment ça se passe? Parce que tout ça est très flou, un titre RNCP, tout le monde en a entendu parler, mais qu'est-ce que c'est concrètement? Par qui c'est délivré? alors, soit par le ministère du Travail qui délivre des titres professionnels, qui est composé de blocs de compétences, soit par des certificateurs privés qui déposent leurs propres certifications auprès de France Compétences. D'accord. Là encore, c'est tout un process pour démontrer le besoin de la certification sur le marché, son J'imagine. adéquation, sa pertinence, etc. Et donc, c'est une ingénierie de certification et de pédagogie qui est assez lourde. Et ça a son intérêt. Et bien sûr qu'il faut avoir un process qualité et s'assurer que ça réponde à des vraies problématiques sur le marché. Moi, je pense qu'il faut davantage développer de l'agilité autour de financement, autour de blocs de compétences, ce qu'on va retrouver dans le répertoire spécifique de France Compétences. Donc, Ouais. des blocs peut-être plus courts, plus modulables, mais qui donnent un boost à sa carrière et qui permettent de maintenir l'employabilité ou de changer vers un métier annexe. Vous parliez tout à l'heure et ça me travaille, le rôle des entreprises aujourd'hui. Je comprends que vous avez besoin de faire beaucoup de pédagogie auprès des entreprises parce que toutes ne sont pas convaincues de l'utilité de la reconversion. Heu, Comment on parle à une entreprise qui, préfère peut-être recruter des jeunes plutôt que des profils peut-être un peu plus seniors et qui ont eu différents parcours de vie? Comment on les convainc? Est-ce qu'on arrive à les convaincre? Bah, ça, c'est tout l'enjeu. C'est pas facile, C'est tout l'enjeu des problèmes que vous rencontrez? que je soulève aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a fondé, avec l'École européenne du numérique, une association, l'association pour la diversité du Quelle numérique. transition merveilleux. Dites-moi tout alors. C'est une association qui a vocation à sensibiliser justement les entreprises à la pertinence de recruter des profils en reconversion. Faut pas se dire que recruter un profil en reconversion, c'est un pur acte de RSE et de solidarité. Ce sont des gens qui ont déjà une belle carrière derrière eux et devant eux, Bien sûr, par ailleurs, par ailleurs. qui ont des premières expériences dans le monde du travail et qui apportent une valeur différente d'un jeune qui sort des bancs d'université et qui n'a pas peut-être ce recul. Ouais. Et se dire que ce sont des profils qui se sont investis dans un parcours de reconversion long et qui se sont beaucoup donné, témoigne aussi de leur sérieux professionnel. Donc, voilà, l'idée autour de cette association, c'est justement d'encourager les entreprises à valoriser, à valoriser de manière égale des jeunes qui sortent d'université Bien et sûr. des profils en reconversion. Pas pour faire de la discrimination positive, mais au moins ne pas faire de discrimination négative Ouais. sur ces profils. Est-ce que ça a un lien avec la manière dont on a, en tant que société, en tant qu'individu, professionnel notamment, de voir les seniors, ce qu'on appelle les seniors aujourd'hui en entreprise?
Oui, effectivement, c'est un sujet sur lequel on retombe quand on parle de reconversion et d'allongement des carrières. C'est sûr que Mmh. de rallonger l'âge de départ à la retraite sans donner l'opportunité aux seniors de pouvoir continuer à travailler, c'est compliqué. A Ouais. fortiori, quand on est considéré senior à partir de 45 ans. En plus. Donc, il y a le recrutement des seniors est tout aussi, Ouais. tout aussi stratégique que que le recrutement des profils en reconversion. Vous échangez aujourd'hui avec, le monde politique, avec, l'enseignement supérieur, le ministère du Travail pour justement changer cette culture, RH, ressources humaines, que vous souhaitez de vos vœux? Oui, absolument. Bah, j'ai une collègue, Nathalie, en charge des affaires institutionnelles et dont le rôle est justement de connecter avec le monde politique, institutionnel, économique et D'accord. nous aider à les sensibiliser sur tous ces enjeux. Donc, on a eu l'occasion de produire un certain nombre d'événements, de colloques au Sénat avec des décideurs publics et politiques pour justement asseoir tout le monde autour de ces problématiques et échanger les points de vue. Faire avancer les choses. Vous sentez que les choses, avancent justement à ce niveau-là? Les choses avancent par la force de la nécessité et puis Ouais. le fait que les mentalités évoluent, même s'il y a encore beaucoup de travail à faire, tant au niveau politique qu'économique. Si vous aviez un message à passer à quelqu'un qui doute, qui hésite à se lancer, dans une reconversion, dans un métier de l'intelligence artificielle ou de la cybersécurité, qu'est-ce que vous lui diriez? Bah, déjà, là, je dirais de bien prendre le temps de définir le projet. Ouais. C'est pas parce qu'on entend parler d'IA, de cybersécurité qu'il faut foncer tête baissée. Au-delà du buzz autour des mots, bah, il y a une réalité autour des métiers. Donc, déjà prendre le temps d'échanger avec des professionnels du secteur, de faire quelques formations. Il y a plein de contenus en ligne, gratuits, qui sont accessibles pour tester bah, voilà, des outils, tester des lignes de code, se confronter vraiment avec le métier et puis vérifier que c'est quelque chose en adéquation avec ses passions et ses intérêts. Et une fois que ce projet est validé, eh bien, je les encourage effectivement à se lancer dans une reconversion. Aujourd'hui, l'émergence de l'IA, ça n'est pas que de créer des emplois, c'est aussi de faciliter l'apprentissage. Et j'en parlais un peu plus tôt, ça abaisse drastiquement la barrière technique à l'entrée. Moi-même, je n'ai jamais appris à coder, mais je fais coder des bouts de script par Claude ou par ChatGPT. ChatGPT quand j'ai besoin de bâtir une petite automatisation. Et ça, c'est pas quelque chose que j'aurais pu faire il y a encore 2-3 ans. Bien sûr. Donc, il faut aussi voir ces outils non seulement comme une opportunité économique, mais comme des compagnons pédagogiques Ouais. pour se lancer dans sa reconversion. J'ai l'habitude de poser tout le temps, en fin d'interview, parce qu'on y arrive, Jonathan, dans 20 sur 20, cette question, diplôme ou expérience? C'est quoi le mieux? C'est quoi le plus important? Mais c'est vrai que vous, cette question, elle est quand même sacrément ciblée pour vous. J'ai envie de vous la poser forcément, diplôme ou expérience? Parce que vous mettez en avant l'expérience des gens, dans le cadre de leur reconversion, et en même temps, ce sont des gens diplômés, aussi. Qu'est-ce que vous auriez à répondre? Bah forcément, je penche du côté de De l'expérience. l'expérience. Je suis pas très Voilà, étonnée. sans surprise Sans à l'issue surprise. de cet entretien. Votre vision de l'éducation et l'enseignement supérieur dans 10 ans, 20 ans, c'est quoi? C'est une vision plutôt optimiste, une vision où les seniors et les plus trop jeunes, seraient totalement intégrés à la fois dans la société, mais aussi dans l'enseignement et dans ces métiers, qui vous tiennent à cœur? Bah, ma vision, c'est justement de développer un système qui permette à tous et chacun d'être acteur de sa carrière, Ouais. d'être, de pouvoir identifier des opportunités, de pouvoir s'y former, de trouver les financements qui correspondent, et puis ensuite de poursuivre une carrière qui a du sens pour soi. On Mmh. parle beaucoup de bouleversement
du travail avec l'IA, mais je pense que c'est aussi une formidable opportunité de réenchanter le travail en donnant plus de sens à ce qu'on fait, Ouais. déléguant peut-être les aspects, les tâches les plus fastidieuses à la machine pour se concentrer sur le jugement, la créativité et la décision, et finalement ce qui a le plus de sens pour soi et Mm. pour ses intérêts. Il y a un prof qui a changé votre vie? Moi, je pense à mon prof à Sciences Po de rhétorique et qui m'a beaucoup apporté justement dans la communication et qui a, voilà, et avec lequel je suis toujours en contact aujourd'hui. Et effectivement, je pense que c'est m'a beaucoup transmis à travers le cours, mais aussi à travers l'importance justement de la prise de parole en public et de la communication. Ouais. Et c'est une compétence que j'ai toujours à cœur de développer aujourd'hui. Et qui est clé, quel que soit notre parcours professionnel ou quel que soit notre... Et on en revient aux compétences qui ne sont pas délégables à la Bien machine. sûr. Savoir se rendre indispensable, c'est aussi développer des compétences uniques, avoir une présence, avoir voilà, une capacité à incarner Mais ou oui. à communiquer des messages. C'est tout l'enjeu de la rhétorique. Jonathan, dernière question. Si vous deviez passer ce micro, le micro de 20 sur 20, à une autre personnalité dans le monde de l'enseignement supérieur, de la reconversion, de l'éducation, à qui pensez-vous? Je pense à Thomas Le Sénéchal, avec qui j'ai beaucoup échangé, qui accompagne aujourd'hui les dirigeants d'organismes de formation, qui a lui-même dirigé un organisme de formation, qui a lui-même son propre podcast et qui serait très intéressant d'écouter. Eh ben, l'invitation est partie. Merci beaucoup, en tout cas, Jonathan, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. C'est un immense plaisir Merci de à vous, partager Philippine. avec vous.